OK. Alors, ça. Alors alors, Laetitia ne trouve pas le lien. Ça tombe bien, j'avais préparé, donc je vais pouvoir lui envoyer. Hop, clac, hop. Alors, on attend un peu que tout le monde arrive. Déjà, je vous remercie d'être avec moi ce soir. Alors voilà, quelqu'un qui arrive. Hop. Alors, voilà. Donc, je vais saluer qui je connais. Ben, les deux, Laetitia, Lucille, Nathalie, Tina, Vanessa, et puis aussi les personnes qui ne me connaissent pas encore plus ravie de vous accueillir. Alors, on attend un peu. Pour commencer, on attend encore une ou deux petites minutes, mais voilà, je vous ai mis un peu de lecture, hein, ce qui vous permet un peu de commencer à comprendre de quoi on va parler. Donc, consciente. Alors, je vais aller fermer la porte parce que j'entends des bruits. Hop. Voilà. Alors, voyons s'il y a des nouvelles personnes. Oui, et puis après, on va pouvoir commencer. Alors, hop. Et voilà. Et de toute façon, je peux continuer à les accepter, même si nous commençons. Alors, comme je vous ai déjà dit, mais il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je vous remercie d'être avec moi ce soir pour ce webinaire sur ce thème qui me tient beaucoup à cœur. Et en réalité, c'est un webinaire que je veux faire depuis 2 ans déjà, parce que je pense que c'est un thème vraiment important et surtout avec un axe qui n'est pas souvent entendu. Donc, c'est un webinaire que je voulais faire depuis 2 ans, mais il y a 2 ans, je ne faisais pas de sport comme j'avais envie de faire du sport. Je ne mangeais pas comme j'avais envie de me nourrir et je ne faisais pas le poids que j'avais envie de faire. Et de ce fait-là, je ne me sentais pas du tout légitime pour faire ce webinaire parce que je me disais, si toi-même, tu n'es pas aligné avec ce que tu racontes, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, j'ai attendu patiemment, je me suis mise au travail. Aujourd'hui, je fais du sport tous les jours, ce qui était mon intention, puisque je pense qu'après 50 ans, si on n'entretient pas sa masse musculaire, on la perd chaque jour. Donc, je fais du sport tous les jours, je me nourris
comme je pense être bien, même chose. Je pense qu'à partir d'un certain âge, on peut plus se permettre de manger n'importe quoi parce qu'il y a des répercussions qui se voient tout de suite sur le corps. Et puis, j'ai perdu une dizaine de kilos depuis septembre. Et donc, j'ai aujourd'hui un poids qui me plaît beaucoup, pas seulement esthétiquement, hein, mais au niveau de la légèreté. Et donc, je suis ravie de ces résultats. Et aujourd'hui, je peux vraiment présenter ce webinaire en sachant que la sécurité intérieure que j'ai installée avec la sophrologie a vraiment changé mon rapport à la nourriture. Et donc, voilà, ce soir, je vais vous présenter un petit peu la manière dont je vois l'importance de cet impact émotionnel sur comment nous mangeons. Hop, je me trompe, il faut que j'aille ici pour changer. Voilà. Alors, avant de commencer à vous parler de ce que va être cet atelier, je voudrais d'abord parler de ce que ce ne sera pas. Je suis sophrologue, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas psychologue. Donc, bien évidemment, on ne parlera absolument pas ni de régime, ni de règles alimentaires, ni de nutrition même en général, et ni de psychologie, hein, puisque la sophrologie n'a rien à voir avec tout ça. Et donc, ce webinaire, c'est une invitation à comprendre le rôle du stress, des habitudes et de nos croyances, tout ce qui est lié aux émotions, à ce qui est ancré en nous. Et ça, pour le coup, c'est plus mon domaine. Alors, manger est automatique, nourrir notre corps, ça s'apprend. Et oui, je pense que c'est très important de commencer par là, parce que vraiment, si notre rapport à la nourriture est particulier, c'est parce que, selon moi, depuis l'enfance, on ne nous apprend jamais ce que c'est que la nutrition. Alors, ça, on l'apprend après coup, mais on peut éventuellement l'apprendre à l'école. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant a toujours tendance à... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut rentrer. L'enfant a toujours tendance à copier plutôt qu'à écouter ce qu'on lui dit. Et en fait, en tout cas, si je m'en réfère à ma propre expérience, on m'a toujours demandé si quelque chose était bon avant de me demander si je sentais que ça nourrissait mon corps. Donc, il y a vraiment ce rapport à la nourriture sur la notion de plaisir qui est beaucoup plus mise en avant que la notion de nutrition. En soi, bon, c'est sûr que c'est toujours agréable de se régaler quand on mange, mais le problème, c'est que on relie vraiment cette notion de nourriture à la notion de quelque chose de bon. Tout ce qui est festif est lié à une nourriture riche, sucrée. Donc, il y a vraiment ce rapport entre ce qui est positif et lié au niveau de la nourriture est lié à quelque chose souvent d'une nourriture qui n'est pas vraiment nutritive. Donc, en fait, vraiment, quand on mange automatiquement, on ne va pas forcément bien se nourrir. Puisque ce webinaire parle de stress et de l'impact du stress sur comment nous mangeons, ça me semble très important de faire un petit point sur ce que c'est le stress et d'où ça vient dans le corps, comment réellement, comment s'active le stress, etc. et comment on le fait baisser. Donc, le stress est produit par le système nerveux qui a deux modes, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est le fait simplement d'être éveillé c'est vraiment ce phénomène ancestral de combattre ou fuir. C'est-à-dire que nous sommes constamment préparés à l'action, nous sommes constamment en vigilance avec notre énergie et bien évidemment, ce système sympathique est plus qu'utile en situation de stress, hein, c'est ce qui nous permet vraiment de réagir constamment et ce système sympathique
favorise des comportements automatiques, bien évidemment, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on doit très rapidement décider si on doit combattre ou fuir, on ne peut pas vraiment se permettre de réfléchir. Et puis, dans nos journées, on est bombardé d'informations en permanence et donc le système nerveux s'économise. Et donc, il y a énormément de choses qu'on fait de manière automatique pour ne pas avoir à y réfléchir et ainsi économiser notre énergie pour que justement elle puisse nous servir quand on en a besoin de manière inopinée. Alors en soi, le stress, je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite rentrer. En soi, le stress, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de normal. La seule chose, c'est quand ce stress, il devient chronique et surtout quand on a de la difficulté à revenir au système parasympathique. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait un webinaire sur le rôle du stress par rapport au sommeil et j'ai expliqué exactement la même chose parce que c'est exactement la même chose pour bien dormir, déjà pour s'endormir, bien dormir, ne pas se réveiller. On doit pouvoir passer en système parasympathique facilement, s'y sentir bien, se sentir en sécurité intérieure pour pouvoir dormir. C'est exactement la même chose par rapport à l'alimentation. Ce système parasympathique, il nous est extrêmement utile et dans nos vies d'aujourd'hui ultra stressantes, avec tout on est stimulé en permanence, ça devient plus compliqué d'entrer en système parasympathique. Et pourtant, c'est vraiment important parce que non seulement, effectivement, ça nous aide à dormir, à récupérer, mais dans le cadre qui nous intéresse, le cadre de l'alimentation, ce système parasympathique, il augmente la disponibilité mentale, il facilite l'écoute du corps et donc il rend possible des choix plus conscients. Si on n'est pas dans un état plus présent, en sécurité, où on peut se relâcher, se détendre, ça va être beaucoup moins possible de faire des choix conscients. Et donc, si on rentre à la maison, par exemple, dans un état de stress et qu'on se jette tout de suite sur le frigo, on va pas faire des choix conscients, hein. On va faire des choix automatiques qui vont nous entraîner, bien évidemment, à manger plus peut-être que ce qu'on avait prévu, à pas choisir les aliments qu'on aurait prévus si avant, on s'était mis dans un état de détente, de sécurité intérieure. Quand le système nerveux se calme, le rapport à la nourriture change naturellement. Alors, le cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la sécurité et le soulagement. Qu'est-ce que ça veut dire ? On revient à ce que je viens de dire juste avant. On rentre de notre journée super fatigué, super stressé. Le cerveau, il ne cherche pas à savoir comment on a envie de bien se nourrir. Il cherche la sécurité et le soulagement. Et comme on l'a vu au tout départ, la nourriture riche, grasse, sucrée, c'est pour nous la sécurité et le soulagement parce que c'est comme ça qu'on a appris depuis toujours. Si on veut se chouchouter, on ne va pas manger un plat de haricots verts à la vapeur. On va chercher une nourriture beaucoup plus riche, plus sucrée et plus grasse. Et ça va calmer le système nerveux. Et donc, en fait, l'idée, c'est de calmer le système nerveux avant de manger et pas de manger pour calmer le système nerveux. Hop là. Hop, hop. Ah oui. Et voilà. Et il y a aussi cette problématique qui est que nous mangeons parfois, pas par faim, mais pas pour ne pas ressentir ce qu'il y a en nous. C'est très fréquent, en fait, d'utiliser justement la nourriture pour se consoler, pour soulager et pour faire taire tout ce qui est désagréable. Il y a vraiment nous avons vraiment cette habitude qui est ancrée en nous d'éviter tout ce qui est désagréable. Le cerveau cherche fondamentalement à éviter les sensations désagréables. Et lorsqu'on mange quelque chose de gras, de sucré, ça nous soulage, on se sent sur le coup, bien évidemment, beaucoup mieux.
le corps enregistre que c'est une bonne stratégie. Et c'est aussi un souci parce que quand on est en mode automatique et qu'on sent quelque chose de désagréable, que ce soit de la colère, de la frustration, la procrastination, il y a énormément de sentiments comme ça qu'on va calmer avec la nourriture. Et donc, on sait très bien qu'on ne mange pas par faim. Quelquefois, on n'est même pas conscient de pourquoi on mange, mais très souvent, c'est pour calmer, la fatigue aussi, c'est pour calmer des sensations qui nous sont désagréables et le cerveau cherche par tous les moyens, le moyen le plus rapide pour ne plus ressentir ça. Et la nourriture est un moyen extrêmement rapide et qui fonctionne. Et le problème, c'est que le corps enregistre que c'est une bonne stratégie. Nous ne sommes pas nos intentions, nous sommes nos actions. Ça, c'est aussi vraiment très important à comprendre et à conscientiser le problème de la dissonance cognitive. Parce qu'en fait, lorsque on dit allez, ce soir, je mange sain, je mange léger, et puis on rentre à la maison, comme on l'a dit, on est fatigué, on ouvre le frigo et on prend le premier truc qui nous fait envie. Ou alors quand on dit allez, demain, je commence le sport, ou même j'ai payé mon abonnement, cette fois j'y vais, et qu'on n'y va pas. C'est pas juste que pas de chance, c'est pas aujourd'hui qu'on va perdre des kilos et c'est pas demain qu'on va muscler notre corps. C'est beaucoup plus grave entre guillemets que cela parce que ça crée une dissonance cognitive. Nous avons une intention et nos actions sont différentes. Ça va pas juste faire que bon ce sera pour un autre jour. Non, ça va créer en nous une tension intérieure qui va se transformer en croyance et qui va petit à petit miner notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous. Parce que chaque fois que on dit « ce soir, je mange léger parce que j'ai fait un gros repas à midi, donc ce soir, je mange léger », et puis finalement, on rentre et on fait le contraire de ce qu'on avait dit, on ancre la croyance qu'on n'est pas capable de le faire. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce que on ancre une fois, 2 fois, 3 fois, et ça finit par être notre personnalité. Je ne suis pas capable, je n'ai pas la force, je suis trop fatiguée. On trouve ensuite, alors je passe au slide suivant, parce qu'on trouve ensuite, voilà, le cerveau cherche la confirmation de ce qu'il croit, avec une intention sélective. Donc on va chercher toutes les excuses. De toute façon, ma mère est comme ça, c'est génétique, dans la famille, tout le monde est comme moi, de toute façon, je suis gourmande depuis toujours, etc. On cherche la confirmation de ce qu'on croit déjà. Donc, en fait, à chaque fois que, au lieu de répondre à notre intention en la suivant, on fait autre chose, ça crée cette dissonance cognitive. Le cerveau va chercher la confirmation de ce qu'il croit déjà. Et puis, le système nerveux, lui, il cherche la cohérence interne. Donc, en fait, lui, il ne va pas chercher à comprendre si on est comme ça, alors c'est très bien. Et donc, il va continuer à nous envoyer des signaux comme quoi on a besoin, envie, que c'est très bon pour nous, le sucré, le gras, parce qu'il faut que tout soit harmonieux à l'intérieur de nous. Et donc, ce qui compte, c'est de répondre à les envies du corps, les messages du corps, sans chercher à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et donc, tant que ce sont nos croyances qui guident nos intentions, le corps ne peut pas devenir notre allié. Parce que lui, il ne répond pas à nos intentions, il répond à nos croyances ancrées et à nos actions qui, chaque fois, renforcent nos croyances. Donc ça, c'est vraiment important parce que j'ai dit au départ que beaucoup de nos actions étaient automatiques, mais beaucoup de nos pensées aussi sont automatiques. Et on ne va pas toujours s'observer et on ne se rend pas compte de à quel point nos pensées, souvent, sont nos pires ennemis parce qu'on est tout le temps en train de renforcer des croyances qui vont à l'encontre de ce qu'on voudrait être. J'aime beaucoup cette étude américaine
sur un groupe de femmes de chambre. C'est une étude qui a été menée par deux scientifiques, deux femmes scientifiques. Et donc, elles ont pris un groupe de 84 femmes de chambre. Elles ont pris, alors je ne sais pas si c'était la moitié, mais enfin, en tout cas, elles ont pris un groupe test auquel elles n'ont rien dit. Et puis, au deuxième groupe de femmes, elles leur ont expliqué qu'elles faisaient un métier extrêmement physique. Et c'était pas forcément quelque chose dont ces femmes avaient conscience. Elles leur ont montré qu'elles portaient énormément de choses, qu'elles bougeaient, qu'elles montaient des escaliers, qu'elles descendaient, etc. Et que c'était extrêmement physique et qu'en fait, ça correspondait à un entraînement sportif. C'est-à-dire que, en fait, elles ont dit à ces femmes de chambre, en fait, le travail que vous faites fait que vous n'avez pas besoin de faire du sport. Vous avez déjà dans une activité physique suffisante pour être en bonne santé, avoir un corps musclé et donc prendre soin de vous au travers de votre métier. Quelqu'un veut rentrer, je vais l'accueillir. Hop. Et donc, elles sont revenues un mois plus tard. Le groupe test, bien évidemment, n'avait rien changé. Le groupe auquel elles avaient donné cette prise de conscience, eh bien, ces femmes de chambre ont raconté qu'elles avaient perdu du poids, qu'elles se sentaient plus en forme, et puis tout un tas de petits détails sur leur vie et leur rapport à leur corps, leur rapport à leur santé physique. Et en fait, il y avait vraiment énormément de petits changements. Et ce que je trouve encore plus sympathique dans cette étude, ce sont les critiques qu'ont reçues ces scientifiques. Parce que les critiques ont été, oui, mais ce n'est pas juste la conscience du fait qu'elles faisaient un travail physique. Forcément, elles ont changé des petits comportements. Et j'aime beaucoup parce que c'est la critique, mais en fait, la critique, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que peu importe que ce ne soit pas juste la conscience qui les fait changer, qui les ait fait maigrir, qui les ait fait se sentir mieux. Si elles ont changé des petits comportements, c'est encore plus intéressant. Ça veut dire que de la conscience, naturellement, on change nos comportements. Donc, c'est justement ce que je vous disais auparavant, quand on est conscient de nos pensées, quand on est conscient de nos intentions et de nos actions, quand on est conscient de là où on se sent pas bien, ce qui est désagréable en nous, tout ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter quelque chose justement par rapport à ça. Si je ne me trompe pas, ouais. Par rapport à ça, j'ai une petite anecdote pour vous faire comprendre. Parce que quand donc j'ai fait ce webinaire en italien d'abord il y a un mois et demi. Et donc, quand j'ai préparé ce webinaire, enfin, j'ai décidé de le faire, donc j'ai fixé la date, etc. Et puis j'ai dit, maintenant, il faut que je le prépare. Et je me suis mise à avoir envie de manger. Vraiment, je savais que j'avais ce webinaire à préparer et j'avais envie de manger. Et je me suis dit, ça tombe vraiment mal, parce que je veux faire ce webinaire en expliquant comment j'ai pris des bonnes habitudes, comment j'ai changé mon rapport à la nourriture. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de manger et de manger du sucre en plus. Et en fait, justement, je me suis dit, stop. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de manger? Pourquoi tout d'un coup, tu as envie de manger? Et en fait, c'était tout simple. C'est que ce webinaire, il me tient beaucoup à cœur. Ça faisait 2 ans que je voulais le faire, donc j'avais une grosse pression derrière. Je me retrouvais face à la page blanche, il fallait que je le prépare. Et en fait, j'avais le stress de ne pas bien m'expliquer, de ne pas être comprise. Et ça crée un stress qui me donnait envie de manger. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui est devenu très clair chez moi, justement en m'écoutant, c'est la procrastination. Quand j'ai quelque chose à faire et que justement, parce que j'ai peur de ne pas bien faire, hein, je procrastine. Et quand je procrastine, je mange. Parce que comme ça, si je suis en train de manger, je ne suis pas en train de faire ce que j'ai à faire. Et
cette prise de conscience, elle a vraiment été intéressante, déjà parce qu'à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience, j'ai plus envie de manger. Et puis, c'est vraiment quelque chose par rapport à la procrastination qui est un win-win-win. Pourquoi? Parce que je reconnais que j'ai quelque chose à faire et que je ne fais pas, et que ça me provoque des sensations désagréables qui me donnent envie de manger. Donc, je me dis, bah, je vais le faire en fait. Donc, première chose, premier win, c'est que je fais ce que j'ai à faire. Deuxième win, c'est que comme je fais ce que j'ai à faire, j'ai plus les sensations désagréables. Et donc, troisième win, je vais plus manger juste pour me cacher que j'ai quelque chose à faire et que j'ai pas envie de le faire. D'où l'intérêt de s'écouter. Mais ce n'est pas la motivation qui change notre rapport au corps, ce sont nos habitudes conscientes. Et là, je souhaite vous parler de ce livre de James Clear, Atomic Habits. En français, je me rends compte que j'aurais dû changer l'image. En français, ça s'appelle « Un rien peut tout changer ». C'est un livre qui a vraiment, justement, tout changé chez moi et que je réécoute, puisque je l'ai en version audio, que je réécoute très souvent parce que pour moi, c'est un livre vraiment fondamental quand on a envie de changer pour vraiment se rendre compte que ce ne sont pas les grandes décisions qui changent notre vie, mais les petits changements répétés dans le temps. Et ça, c'est vraiment fondamental. James Clear prend par exemple comme exemple le fait d'un avion qui, si au départ, change sa trajectoire de juste 1 degré, à l'arrivée, ça change vraiment complètement là où l'avion arrive, à des centaines de kilomètres. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on se dit, si aujourd'hui je change juste un tout petit truc, ça ne va rien changer. Ben non, c'est sûr, mais c'est la répétition, répétition, répétition qui change quelque chose. Et il y a quelque chose de très important aussi, derrière ce livre de James Clear, c'est pas seulement l'accumulation de petits changements, c'est aussi une manière différente de voir l'objectif. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, pour reprendre un exemple qui est le mien, donc comme je vous disais, ça fait 2 ans que je voulais faire ce webinaire et ça fait 2 ans, ça fait pas 2 ans, ça fait plus que ça, que je voudrais retrouver, entre guillemets, mon poids de jeune fille, mais avec un peu cette croyance que, aux abords de la ménopause, c'est quasi impossible. Et en fait, en septembre, je ne suis pas partie avec l'objectif de me dire: «Je vais perdre 10 kilos». Je suis partie avec l'objectif de me dire: «Bon, de toute façon, effectivement, j'ai cette croyance qu'à partir d'un certain âge, ça devient difficile de ne pas prendre de poids ou de revenir encore plus difficile à mon poids de toujours. Je vais plutôt changer d'objectif et je vais prendre un objectif pas dans 6 mois ou dans 1 an, mais plutôt au jour le jour, un objectif de prendre soin de moi et donc de faire du sport tous les jours et de manger sainement tous les jours. Et donc un objectif beaucoup plus, pas réalisable, un objectif où je peux avoir une satisfaction chaque jour. Et au final, j'ai perdu 10 kilos. Mais en fait, si l'objectif, c'est de perdre 10 kilos, c'est trop loin, c'est trop difficile, en fait. Parce qu'effectivement, si on a envie de perdre 10 kilos dans 6 mois, si on mange un chocolat ou des frites aujourd'hui, c'est tellement loin qu'on ne voit pas le changement. Si notre objectif, c'est de dire « je veux continuer ma vie en étant en bonne santé, en prenant soin de moi avec ce qui me semble juste à moi, c'est-à-dire bien manger, faire du sport », bah ça, au quotidien, on peut valoriser chaque journée, chaque petit objectif journalier. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus… ça nous envoie chaque jour du positif, alors qu'effectivement, quand on a un gros objectif à long terme, au quotidien, c'est insignifiant et donc ça nous pousse davantage à la frustration plutôt qu'à la réussite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment appris au travers de ce livre
Et d'ailleurs, un exemple aussi qui me concerne, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai subi une intervention chirurgicale esthétique, hein, donc rien de grave. Mais j'avais très, très peur parce que je savais que j'allais être immobilisée pendant plusieurs semaines et j'avais très peur de perdre mes habitudes. Parce que je sais très bien que les habitudes on peut les prendre et c'est pas facile. Il faut se donner du mal pour chaque jour revenir à sa décision et continuer les habitudes. Et c'est très facile à perdre. À peine on arrête et à peine on reprend notre ancien système et on perd nos habitudes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'intervention. Le lendemain, je suis revenue chez moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 minutes d'abdos. Je ne pouvais pas bouger, mais j'ai juste contracté les abdos pendant 2 minutes parce que c'était la seule partie du corps que je pouvais bouger. Et je l'ai fait 2 minutes le premier jour, 3 minutes le deuxième jour, puis 5, puis voilà, jusqu'à pouvoir rebouger, jusqu'à pouvoir petit à petit faire quelques squats, etc., jusqu'à revenir à ma demi-heure quotidienne. Mais c'était important pour moi de garder au moins 2 minutes pour ne pas perdre l'habitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dans ce livre et qui a fait une différence fondamentale, c'est-à-dire valoriser la décision de chaque jour et quels que soient d'ailleurs nos objectifs, les réduire comme ça en action quotidienne pour que ce soit beaucoup plus facile de maintenir nos objectifs et d'y arriver. Et que l'objectif, ce soit le chemin et pas la finalité. Parce qu'en plus, quand on atteint l'objectif, la satisfaction, elle n'est jamais à la hauteur des efforts. Parce que limite, presque, on oublie à quel point c'était compliqué et on passe tout de suite à autre chose. Donc, c'est vraiment important de valoriser chaque journée parce que c'est vrai qu'au final, quand si un gros objectif est atteint, même si on est joyeux, ça dure quoi? Quelques minutes, 2 jours, enfin, ça ne sera jamais à la hauteur de tous les efforts qu'on a fournis. Et donc, il y a toujours une frustration dans un sens, même quand on a atteint l'objectif et qu'on a réussi. Savoir quoi faire ne suffit pas pour changer vraiment. Ben oui, voilà, je vous ai tout expliqué et bon, je vous ai peut-être appris 2, 3 petites choses, mais au fond, on sait tout ça. On sait ce qu'il faut faire pour changer. Mais comment se mettre dans cet état intérieur de disponibilité qui nous permet justement le changement? Et ben, c'est là qu'entre en jeu la sophrologie. Parce que justement, comme on l'a vu, il faut d'abord que notre état interne, que notre système nerveux nous permette de pouvoir justement prendre des décisions conscientes, aller dans le sens que nous souhaitons et pas agir en pilote automatique qui nous ramène toujours à ce qui est confortable, ce qui est rapidement confortable. J'entends quelqu'un arriver. Hop. Donc voilà, c'est là où entre en jeu la sophrologie. Donc, qu'est-ce que la sophrologie? Alors, j'ai moins besoin d'expliquer aux Français qu'aux Italiens, mais je vous explique quand même parce que déjà, si vous êtes depuis longtemps à l'étranger, du coup, vous en avez peut-être entendu moins parler parce que c'est vraiment en France que la sophrologie est très présente. Donc, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'elle agit autant sur le corps que sur l'esprit. Elle a été créée par un psychiatre, le professeur Alfonso Caicedo, en Espagne en 1960. Et pour moi, comment je la vois? Je la vois vraiment comme la méthode occidentale qui permet les bénéfices des pratiques orientales. C'est-à-dire que le professeur Caicedo, il a étudié énormément de méthodes occidentales. Hein. Déjà, il était neuropsychiatre, il a étudié la psychanalyse, il a étudié l'hypnose, il a étudié le training autogène allemand, la phénoménologie suisse. Il a étudié énormément de choses, mais après, il a fait un voyage de 2 ans en Orient où il a étudié le zen japonais, la méditation bouddhiste avec le Dalai Lama et le yoga en Inde.
Et donc, il est revenu, il a créé sa méthode, et moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien les bénéfices du yoga, de la méditation, etc. Mais c'est quelque chose de lent, c'est quelque chose qui demande une pratique quand même assez intense et qui amène des bénéfices, je dirais, plus abstraits. La sophrologie, elle est extrêmement concrète, elle est extrêmement accessible, elle est extrêmement adaptable et surtout, elle est très rapide, puisque en séance individuelle, en accompagnement individuel, que ce soit pour des problèmes de stress chronique, de problèmes de sommeil, aussi attaque de panique ou attaque d'anxiété qui fait que les personnes ne peuvent plus sortir de chez elles. En général, en 5 séances, on retrouve un état de bien-être, un état de sécurité intérieure qui permet, pour les personnes, par exemple, qui font des crises de panique, de ressortir tranquillement de chez elles. Après, on fait souvent un peu plus que 5 séances, on fait encore 3-4 séances pour renforcer ça, mais en 5 séances, l'objectif est atteint. Donc, c'est vraiment très rapide parce que la sophrologie, les outils de la sophrologie permettent vraiment de cibler la problématique. Et puis aussi, d'utiliser nos propres ressources. Voilà, j'y viens. La sophrologie utilise 3 stratégies. La détente musculaire, donc qui permet d'aller comme ça dans la conscience du corps et dans cet état de système parasympathique, se détendre physiquement et être plus conscient des ressentis de notre corps pour justement pouvoir être à l'écoute et ne pas agir en automatisme, mais savoir ce que nous dit vraiment notre corps. Pas j'ai faim, mais je me sens pas bien. La respiration contrôlée, qui bien évidemment amène le calme, elle aussi va faire arriver au système parasympathique. Ça, c'est quand même quelque chose d'évident pour tout le monde. Hein. Si on voit quelqu'un en surstress, on va lui dire « respire ». Et puis, la visualisation positive, qui est l'activation de nos ressources. C'est-à-dire que, pour expliquer comment fonctionne la visualisation positive, j'utilise toujours le même exemple, qui est l'exemple du citron. Si je vous demande d'imaginer que vous mordez un citron, vous allez voir qu'aussitôt, le corps produit de la salive. Il n'y a aucun citron, nous n'avons aucune intention de mordre un citron, c'est juste une image mentale, et pourtant le corps s'y prépare et produit de la salive. Cet exemple, moi je le trouve parfait, et ça permet de prendre conscience de 2 choses. Et la première, c'est justement, on peut revenir en arrière, le poids de chacune de nos pensées. Alors la salive, l'exemple il est concret, on la ressent tout de suite parce que c'est physique. Mais toutes nos pensées, elles ont le même impact. Un impact sur nos hormones, un impact sur nos croyances. C'est des impacts qu'on ne voit pas, donc on n'en a pas conscience, mais elles ont toujours un impact sur le corps. Et la deuxième chose dont ça nous fait prendre conscience, c'est que souvent, effectivement, nos pensées ont tendance à être négatives, mais on peut faire la même chose avec des pensées positives. C'est-à-dire qu'on a tous des moments où on est détendu, calme, paisible, en sécurité. On les a dans notre tête, on les connaît et on peut les activer et faire ainsi réagir le corps de la même manière. On a tous des moments où on s'est senti très en confiance, sûr de nous, fier de nous. Tout ça, on peut le réactiver. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très rapide, la sophrologie, c'est que on va activer nos propres ressources. Donc, on va activer ce que le corps connaît déjà. On n'invente rien, on va juste chercher en nous, et on peut inventer, ça arrive parfois. Il y a des personnes qui, quand je leur demande quand est-ce que vous êtes détendu, elles me disent en fait jamais, jamais, je suis toujours en stress. On peut aussi créer de nouvelles ressources. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de pratiquer la sophrologie, que vous puissiez avoir une expérience de sophrologie, cette expérience d'écoute du corps,
Et ce qui est vraiment important, c'est qu'en sophrologie aussi, enfin en tout cas tel que je la pratique, on ne cherche pas de résultat. C'est vraiment l'axe que moi j'utilise, c'est de se mettre à l'écoute du corps sans attendre de résultat. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour nous. Tout ce qu'on fait, on le fait dans l'attente d'un résultat. Et donc, si le résultat ne vient pas, c'est un peu ce qui se passe avec l'objectif. Si on n'atteint pas l'objectif, on est frustré. Hein, parce qu'il y a ça aussi, d'ailleurs, que je n'ai pas dit. Le problème de l'objectif, c'est que, on va dire que notre satisfaction, ou même notre bonheur, est placé dans le fait d'avoir le résultat. Si j'atteins mon objectif, je serai heureuse. Si je ne l'atteins pas, je suis frustrée. Et ça renforce ma croyance comme quoi j'en suis pas capable. Donc, voilà pourquoi la manière dont je pratique la sophrologie, c'est de ne pas chercher de résultat, se libérer de cette pression du résultat. Et tout ce qui se présente est une information utile. C'est-à-dire que déjà, rien que quand je vous dis, je vous propose de pratiquer ensemble, peut-être qu'il y a certaines personnes qui disent, déjà, je sens que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de m'écouter. Bon, ok, c'est une information, il y a un blocage. Et puis, on va pratiquer, et puis vous allez peut-être, qui sait, vous ennuyer. C'est une information utile. Je m'ennuie quand je m'écoute. Ou alors ressentir que votre tête part dans tous les sens, va faire la liste de courses, ce que vous allez faire après, demain. Ok, il y a une difficulté à être là, dans le moment présent. Donc tout ça, c'est des informations et c'est utile. Donc il n'y a vraiment rien à attendre, puisque tout ce qu'on vit lorsqu'on s'écoute a un sens. Non, alors voilà, on reste sur cette page. Donc voilà, je vous propose un moment de pratique et je vous propose donc de faire 3 exercices différents qui n'ont aucun lien avec le fait de la gestion de comment nous mangeons, puisqu'en fait, avant toute chose, ce lien qu'il peut y avoir entre effectivement la manière dont nous pouvons gérer notre état émotionnel et la manière dont nous pouvons manger différemment vient avant tout de cette écoute du corps. Donc la première étape, c'est de se mettre à l'écoute et de vivre ce moment d'écoute sans rien attendre, pas de résultat, et donc bien évidemment, pas que ça change aujourd'hui notre manière de manger. La sophrologie, c'est très rapide, enfin, c'est pas non plus magique. Donc aujourd'hui, je vais juste vous proposer cette écoute avec des exercices que j'ai justement choisis parce que ce sont des exercices qui montrent comment finalement, comment dire, comment finalement déjà de manière intuitive, de manière naturelle, nous pouvons changer notre état d'être. J'ai envie de dire, nous le faisons régulièrement sans en avoir conscience. Et donc, je vous explique là où je veux revenir. Par exemple, le premier exercice, ça va être tout simplement inspirer par le nez et nous étirer, puis bloquer notre respiration. Alors là, je vous explique juste les exercices, on les fera tranquillement ensemble après. Hein. Donc, on va comme ça s'étirer. Alors, on peut s'étirer comme ça, on peut croiser les mains, on peut pas les croiser, on peut s'étirer devant, on peut s'étirer sur les côtés, peu importe, on peut étirer les jambes en même temps. On s'étire et ensuite, donc en respiration bloquée, et ensuite, on relâche. Donc, s'étirer, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais les animaux s'étirent. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on le fait en étant présent à nous? Qu'est-ce que ça change, en fait, d'être à l'écoute du corps quand on s'étire? Et on le fera comme ça 3 fois. Deuxième exercice, c'est un exercice d'écoute de la respiration, mais on va y ajouter quelque chose. On va ajouter le fait de sourire. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va sourire, et à l'expiration, on va relâcher. Sourire, relâcher. Et pour aller observer, quand on sourit, est-ce que quelque chose change en nous qui ensuite change à nouveau quand on arrête de sourire? Et donc, on va le faire comme ça plusieurs fois, chacun au rythme de sa respiration, pour voir ce qui se passe quand on sourit, puis qu'ensuite,
On laisse aller. Et puis à la fin, on gardera le sourire, on continuera à respirer, mais en gardant un sourire sur nos lèvres, et pour pouvoir observer tout ce qui se passe en nous, toujours, sans attente. Il y a des personnes qui voient un grand changement, il y a des personnes qui ne voient pas du tout de différence, et c'est tout à fait OK. On est vraiment tous différents dans nos perceptions, et donc on n'attend rien, on écoute juste avec neutralité et un peu de curiosité ce qui se passe en nous. Le troisième exercice, eh bien justement, ça va être une visualisation positive. C'est-à-dire que, voilà, en plus, nous sommes le soir, proche d'aller nous endormir, donc se mettre dans un état de sécurité, un état de détente, ce serait plutôt une bonne chose. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un scan mental du corps, où nous allons inviter notre corps à se détendre, et puis même chose, c'est une invitation. Je ne vais pas vous demander de vous détendre, je vais demander de vous inviter à vous détendre. Parce qu'ainsi, vous pourrez observer le résultat, et ça peut être que finalement, vous allez vous sentir super tendu et le corps ne va pas vouloir se détendre, ou alors vous allez pouvoir ressentir que, avec cette intention, le corps se détend. Et on va le faire partie par partie, ce qui va faire que vous allez pouvoir voir si chaque partie répond de la même manière ou non à cette invitation. Et puis, ensuite, après ce scan, eh bien, je vais vous inviter à aller observer s'il vient naturellement un lieu, un endroit, des circonstances, une activité où justement vous pouvez vous sentir très détendu. Peut-être vous emmener sur une plage, enfin, n'importe où. Et surtout, ce qui est très important, à nouveau, c'est de ne pas mentaliser ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, à la limite, être juste à écouter ma voix et ne rien voir du tout, plutôt qu'aller se dire « Ah oui, mais là, cet endroit, ah oui, mais il y a ça, non, je vais plutôt… » Non. L'idée, c'est vraiment de se laisser porter. Et si les images viennent, c'est très bien, et on les accepte telles qu'elles sont. Si rien ne vient, on ne va pas chercher plus loin. Voilà. On essaye de faire l'exercice avec ouverture et pas avec le mental. Donc, assis, allongé, comme vous souhaitez. Ce qui compte vraiment, c'est cette écoute et donc c'est cette ouverture que vous vous offrez à vous-même. Ça me gêne. Hop. Cette ouverture, ce regard neutre, comme si c'était un regard un peu extérieur, pour voir tout ce qui se passe en nous. Donc, nous allons faire les 3 exercices, comme ça, l'un après l'autre. Et après, j'inviterai les moins timides à s'exprimer ou au travers de la chat ou du chat. Je ne sais jamais en français comment on dit à chaque fois, il faudrait que je me renseigne. Ou alors, en s'exprimant directement à l'oral, ce qui sera encore plus sympathique pour moi, mais vous ferez comme ça vous convient. Donc, je vous invite à fermer vos yeux. Si c'est compliqué de fermer vos yeux, vous pouvez toujours regarder un petit point neutre en essayant, si vous gardez les yeux ouverts, d'avoir un regard perdu, en fait, un regard qui ne regarde pas vraiment quelque chose. Mais bien évidemment, si vous pouvez fermer les yeux, c'est encore mieux. Et puis, lorsque nous fermons nos yeux, l'idée, c'est de venir justement écouter notre corps. Ouvrir notre esprit pour qu'il soit à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et puis, pour nous aider, nous allons venir observer les points d'appui de notre corps. Observer si nos pieds sont posés, sur quoi ils sont posés, peut-être ressentir la matière du sol ou du support. Et puis venir observer comment sont posées nos jambes, nos fesses, notre dos. À nouveau, peut-être observer si nous pouvons ressentir si le support est dur ou moelleux. Observer si notre tête est posée. Observer comment sont posées nos mains. Est-ce qu'elles se sont rejointes? Qu'est-ce qu'elles touchent? Nous observons ainsi juste pour avoir la conscience de notre corps assis. Sentir que nous nous connectons à ce qui se passe en nous, aux informations qui viennent de notre corps au travers de nos perceptions. Et puis nous allons venir écouter notre respiration.
Observer comment est notre respiration naturelle, comment nous la ressentons. Peut-être voir si nous ressentons les battements de notre cœur, et peut-être oui, peut-être non, peu importe. Nous ne cherchons rien, nous observons ce qui est là pour nous. Et puis, dans cette présence que nous nous offrons, nous allons commencer avec le premier mouvement, celui de s'étirer. Donc, en inspirant par le nez, nous levons nos bras au-dessus de notre tête, sur les côtés, devant nous, peu importe. Nous retenons notre respiration et puis nous allons étirer peut-être juste les bras, mais peut-être que nous avons aussi envie d'étirer nos jambes et nous étirons notre corps, notre respiration est retenue, bloquée, pour que toute notre conscience soit sur nos muscles qui s'étirent, et puis chacun décide quand. Souffler, relâcher, puis nous respirons librement et nous accueillons notre respiration, nous l'écoutons pleinement, et puis nous écoutons notre corps. Qu'est-ce qui se passe après nous être étirés? Est-ce que nous sentons des douleurs parce que nous sentons que nous sommes très tendus? Est-ce que nous sentons des picotements, des fourmillements, de la fraîcheur, de la chaleur? Peut-être rien du tout, et c'est tout à fait OK. Nous n'attendons rien, nous observons ce qui vient pour nous. Et puis nous allons refaire le mouvement une deuxième fois, à nouveau en inspirant par le nez. Nous levons nos bras, nous bloquons notre respiration et nous nous étirons, peut-être aussi les jambes, et nous écoutons nos muscles qui s'étirent, nous ressentons toutes les parties du corps qui sont impliquées dans cet étirement. Nous le faisons que le temps que c'est OK, nous décidons, quand c'est le moment pour nous, de souffler, de relâcher. Tout notre corps se remet au repos, nous observons notre respiration naturelle qui revient, nous l'écoutons, nous nous connectons à son rythme, et puis nous observons notre corps. Est-ce que nous le sentons se détendre? Peut-être, mais peut-être pas. Est-ce que nous le sentons plutôt plus lourd, plus léger? Ça va être différent d'une personne à l'autre. Comment est-ce que nous nous sentons dans ce moment d'écoute? Est-ce que c'est agréable, ennuyeux, bizarre? Comment le vivons-nous? Si nous n'attendons rien, si nous ne jugeons rien, si nous sommes juste là pour nous. Et nous allons refaire le mouvement une deuxième fois, et cette fois en silence. Nous commençons. Nous écoutons notre respiration naturelle. Aussitôt qu'on relâche, elle revient, elle se réinstalle. Et nous observons comment est-ce que nous nous sentons. Pourquoi est-ce que naturellement nous nous étirons? Est-ce que nous pouvons comprendre pourquoi, en ressentant peut-être notre corps plus détendu? Qu'est-ce qui vient pour nous? Quel est le bénéfice pour nous? Peut-être simplement être là, à l'écoute de nous-mêmes, peut-être cette détente que nous ressentons dans notre corps, peut-être quelque chose qui est unique, qui n'est rien qu'à nous. Nous notons ce qui est positif, ce qui est bénéfique. Nous en prenons conscience pour renforcer encore le bénéfice que ce moment d'écoute représente pour nous. Et ce premier mouvement est terminé. Nous passons au deuxième, qui va être respirer et synchroniser un sourire sur notre respiration. Avant de commencer, nous revenons à l'écoute de notre corps, juste dans l'immobilité, sans rien faire. Nos pieds au sol peut-être, notre corps sur la chaise ou tout autre support, la manière dont sont posées nos mains. Et puis nous écoutons notre respiration
Observons si nous ressentons les battements de notre cœur. Et puis nous restons sur notre respiration. Nous l'écoutons pleinement, nous accueillons son rythme. Et puis, nous allons maintenant synchroniser un sourire. À l'inspiration, nous allons sourire. Et à l'expiration, nous revenons à un visage neutre. Et ainsi de suite, chacun à son rythme. Inspiration, sourire. Expiration, visage neutre. Nous continuons à notre rythme. Et pendant que nous le faisons, nous observons. Est-ce que notre état intérieur change lorsque nous sourions? Est-ce que nous sentons une différence? Et toujours, peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est une couleur qui est différente? Une lumière? Est-ce que ce sont des images positives qui arrivent lorsque nous sourions? Est-ce que nous nous sentons plus joyeux? Comment vivons-nous cette différence? Qu'est-ce qui se passe en nous? Si nous savons que pour chaque personne, ça va être complètement différent, alors nous observons ce qui vient pour nous, sans rien chercher, ni attendre, sans rien juger. Juste nous observons. Et puis, nous allons maintenir le sourire et respirer tout en souriant. Et alors, nous observons comment est-ce que nous nous sentons. Est-ce que ce sourire vient naturellement? Est-ce que nous avons besoin de le forcer? Est-ce que nous avons envie de le garder? Est-ce que nous respirons différemment lorsque nous sourions? Est-ce que des pensées viennent liées à ce sourire? Est-ce que nous nous sentons plus légers? Nous observons tout ce qui vient pour nous, nous nous souvenons que ce sera unique pour chaque personne. Donc nous ne cherchons pas à rejoindre quelque chose, mais juste à savoir qu'est-ce qui se passe en nous. Quand nous sourions et que nous respirons calmement, conscients de notre respiration, conscients de notre sourire. Et nous continuons ainsi, en silence. Peut-être que ça nous fait prendre conscience que le positif est une décision. Peut-être nous prenons conscience que nous pouvons changer d'état d'esprit avec un sourire. Nous observons le positif, nous observons ce qui est un bénéfice pour nous. À nouveau, nous notons, nous prenons conscience de ce qui est positif, parce que prendre conscience du bénéfice nous permet de le rendre encore plus puissant, encore plus présent. Et peut-être que c'est juste ce moment d'écoute, mais peut-être que c'est le plaisir de sourire, tout ce qui est venu de positif lorsque nous avons souri. Nous revenons à un état neutre pour vraiment observer ce qui se passe aussi après le sourire. Et ainsi pleinement prendre conscience de ce qui s'est passé en nous. Et ainsi, tranquillement, nous allons aller vers le dernier exercice de visualisation cette fois. Nous sommes toujours assis et si nous le souhaitons, nous pouvons changer la position. Peut-être que en écoutant notre corps, nous nous rendons compte que nous pourrions prendre une position encore plus détendue. Ou peut-être pas, peut-être que notre position
est déjà très bien, mais nous prenons le temps d'écouter pour voir si notre corps, si nous l'écoutons, a envie de s'installer encore plus confortablement. Et puis à nouveau, nous allons venir observer notre corps assis, partir de nos points d'appui, en donnant peut-être cette fois encore plus d'importance aux informations qui arrivent. Et commençons par nos pieds. Nous pouvons observer si nous avons les pieds nus, si nous avons des chaussettes, des chaussons, des chaussures, de la manière dont sont posés nos pieds, et nous rendre compte de toutes les informations qui nous arrivent. La présence de chaussettes, de chaussures, de chaussons, nous pouvons la ressentir de par nos perceptions. Et peut-être que nous nous rendons compte que nous pouvons aussi sentir la matière du sol, malgré nos chaussettes, nos chaussons. Et puis, lorsque nous observons nos jambes, nos fesses, à nouveau, si nous observons le contact, nous pouvons sentir si nous ressentons nos vêtements dans le contact. Si nous sentons davantage notre peau, notre chair, nos os posés, ou bien un peu tout, comment ressentons-nous cet appui? Et même chose avec notre dos. Nous observons comment il est posé, comment nous ressentons l'appui. Est-ce que c'est sur toute la surface du dos, sur certaines parties? Est-ce que l'appui est confortable? Est-ce qu'il est sécurisant? Est-ce que nous sentons que nous pouvons nous laisser aller en confiance? Puis nous observons nos bras, nos mains. À nouveau, nous observons comment nous les avons naturellement posés, ce que touchent nos bras, nos mains et comment nous ressentons ce contact. Nous mettrons toute notre attention dans ces sensations de contact et puis nous pourrons alors observer comment est-ce que nous nous sentons lorsque nous mettons ainsi toute notre attention sur les points d'appui de notre corps. Et puis nous allons venir observer notre tête et notre visage. Comme si nous faisions entrer notre tête et notre visage dans notre conscience. Nous les ressentons au travers de nos sensations. Et puis, nous allons inviter notre tête et notre visage à se détendre. Peut-être à laisser partir les préoccupations. Peut-être que nous sentons les muscles de notre visage qui se détendent, qui se relâchent. Comment est-ce que notre corps répond à notre invitation? Et nous observons, sans attente, comment est-ce que nous ressentons notre corps maintenant. Et puis nous descendons notre regard. Nous allons venir observer notre cou, nos épaules, nos bras, nos mains. Nous ressentons comment nous les percevons dans le moment présent. Est-ce que nous avons un poids sur nos épaules? Est-ce que nous les sentons tendus, fatigués? Et qu'est-ce qui se passe quand nous les invitons à se détendre, à se relâcher, à peut-être laisser aller le poids, venir à un état de détente? Comment répond notre corps? Est-ce que nous sentons notre cou, nos épaules, nos bras, nos mains qui se relâchent davantage? Peut-être, peut-être pas, peu importe. C'est une invitation ouverte et notre corps répond comme il souhaite. Puis nous venons observer notre poitrine. Nous nous connectons aux sensations de notre respiration dans notre dos posé, à notre poitrine qui respire avec les mouvements de la cage thoracique qui se lève et s'abaisse, peut-être la présence de notre cœur que nous ressentons. Et nous invitons notre respiration à libérer notre poitrine, la rendre toute légère, comme si elle perdait ses limites, comme si nous pouvions respirer au-delà de nous. Et nous observons la réponse de notre corps. Est-ce que c'est comme ça que nous nous sentons maintenant? Plus légère, avec une respiration super fluide, très ample? Peut-être.
Puis nous observons notre ventre, notre dos. Nous nous connectons à nos organes, peut-être de manière abstraite, parce qu'ils sont difficiles à percevoir, peut-être de manière plus concrète. Nous ressentons leur présence et nous allons inviter notre ventre à se détendre. Dans notre ventre, il y a notre deuxième cerveau. Invitons notre deuxième cerveau à lâcher prise, à se laisser aller, à bénéficier de ce moment de présence que nous nous offrons pour lâcher les tensions et se détendre pleinement. Et nous observons comment réagit notre ventre et notre dos. Et puis, nous faisons entrer dans notre conscience la dernière partie de notre corps, notre bassin, nos fesses, nos jambes, nos pieds. Nous sentons leur présence au travers des sensations que nous pouvons percevoir et nous les invitons à se détendre, se délasser. Et nous observons comment nous les ressentons maintenant. Puis nous venons observer notre corps entier. Comment le ressentons-nous? Est-ce que nous pouvons le détendre encore davantage? Peut-être uniformiser la détente, l'harmoniser, avec peut-être l'aide de notre respiration, où nous sentons qu'à chaque respiration, notre corps se laisse encore davantage aller, s'harmonise, toutes les tensions se relâchent. Et chaque fois sans attente de résultat. Nous nous accueillons tels que nous sommes. Nous laissons le corps suivre ce qui est bon pour lui. Il peut nous suivre et se détendre. Il peut rester tendu. Nous l'écoutons et nous l'accueillons, sans attente, sans jugement. Et puis, pour rendre cette détente encore plus profonde, nous pouvons utiliser une image qui est pour nous une ressource, un endroit réel ou imaginaire qui va nous permettre de nous détendre encore davantage. Et cet endroit, nous allons nous y connecter au travers de tous nos sens. Nous commençons par notre vue. Cet endroit, nous allons le voir autour de nous, avec ses couleurs, sa lumière, avec tous les détails, tous les éléments. Nous créons cet endroit de bien-être, de détente, tout autour de nous, visuellement. Et puis, nous allons amener les bruits, les sons, qui vont nous permettre de nous connecter par ce sens encore davantage à ce moment de bien-être, de détente, de paix. Et donc, nous accueillons, et peut-être que les sons, c'est justement le silence, ou peut-être une mélodie, ou peut-être les bruits de la nature. Et puis, nous pouvons nous connecter au parfum ou au goût, s'il y en a. Nous pouvons les faire émerger et voir si nous les sentons, nous les goûtons. Et peut-être, peut-être pas, nous n'attendons rien, juste nous mettons en place, au travers de tous nos sens, cette ressource, notre ressource de bien-être, de détente, de relaxation. Et puis, il y a les sensations de notre corps, la température de l'air, comment nous sommes habillés dans ce moment, dans cette visualisation. Ce que touche notre corps, est-ce qu'il est allongé, assis? Est-ce que nous sommes en mouvement? Nous installons les sensations corporelles, ce que ressent notre peau. Et une fois que nous avons connecté chacun de nos sens à cette image, nous allons observer les sensations qui s'éveillent.
Est-ce que nous ressentons que nous avons activé notre ressource et que nous sentons le bien-être, la détente, le lâcher-prise, la sécurité intérieure? Est-ce que nous sentons que c'est actif en nous? Et est-ce que nous sentons ainsi que nous avons aussi activé notre confiance dans notre capacité à activer nos ressources, à nous permettre de nous sentir plus détendus, plus relâchés? Est-ce que nous sentons que notre confiance est activée? Nous pouvons aussi observer si, dans cet état de présence, nous avons activé l'harmonie intérieure. Est-ce que nous sentons cette harmonie, peut-être comme un alignement, un équilibre, une paix intérieure? Et toujours la réponse est oui ou non. Nous observons juste si c'est là pour nous un sentiment de paix, d'harmonie intérieure. Et pour finir, nous observons si nous avons activé l'optimisme. Si cette capacité à nous connecter à nous-mêmes, à nous connecter à nos ressources de sérénité, nous permet d'être plus optimistes. Peut-être dans le moment juste après l'exercice, peut-être pour la nuit que nous allons vivre, peut-être un optimiste encore à plus long terme. Nous observons. Et pour finir, nous allons remercier. Nous allons nous remercier pour être là ce soir, pour nous offrir ce moment de présence. Nous nous remercions. Et puis nous allons remercier tout ce qui est venu à nous. Nous remercions les sensations que nous avons ressenties, les informations qui sont venues à nous. Et pour finir, nous allons remercier les bénéfices futurs. Peut-être nous remercier de mieux dormir cette nuit. Peut-être nous remercier à l'avance d'être plus à l'écoute de nous-mêmes. Peut-être nous remercier à l'avance d'essayer de refaire ces exercices, de nous remettre à l'écoute de nous-mêmes de temps en temps. Nous remercions à l'avance pour tous les bénéfices de ce moment, comme pour ancrer davantage les bénéfices à long terme. Et nous allons justement prendre un dernier temps au rythme de notre respiration naturelle pour ancrer tout ce qui fait sens pour nous, ce que nous souhaitons garder, intégrer en nous, ce que nous souhaitons garder de ce moment d'écoute et de présence. Nous respirons librement, naturellement, et nous sentons que nous venons intégrer tout ce qui nous a plu, tout ce qui nous semble important et que nous voulons garder. Comme si nous ouvrions chaque cellule de notre corps pour faire entrer un nouveau message. Peut-être notre capacité à nous détendre par nous-mêmes. Tout ce que nous avons vécu et que nous souhaitons garder. Et puis, vient maintenant le moment de nous réactiver. Nous sommes le soir, à la fin de la soirée, donc nous n'avons pas forcément besoin de beaucoup nous réactiver, mais nous devons quand même revenir à un état de présence pour continuer, quoi qu'il en soit, notre soirée. Et donc, nous allons tranquillement réactiver notre respiration. Et cette réactivation permet elle aussi d'ancrer les bénéfices, de sentir qu'en même temps, nous revenons à la conscience et en même temps, nous ancrons les bénéfices de ce moment en nous. Et c'est la même chose lorsque nous réactivons le mouvement dans notre corps. Nous nous étirons et en nous étirant, nous sentons que nous diffusons ce bien-être que nous avons peut-être vécu
Et puis, lorsque nous ouvrirons nos yeux, c'est la même chose. Nous les ouvrons avec cette décision de garder cet état de bien-être, de présence. Et lorsque nous nous sentons connectés au monde qui nous entoure, nous pouvons même tapoter ou finir en tapotant ou frottant notre corps si nous sentons que nous avons besoin de revenir à quelque chose de concret. L'exercice est terminé, ce moment de pratique est terminé. Et bien évidemment, je serais ravie d'avoir quelques feedbacks. Donc, si vous êtes timide, vous pouvez l'écrire sur la chat. Si vous avez envie de prendre la parole, ce sera un grand plaisir de vous entendre. Donc, n'hésitez pas. Il y a quelques personnes qui sont là et qui ont déjà pratiqué avec moi. Donc, ce sera peut-être plus facile pour elles de s'exprimer, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas. Alors, si vous ne vous exprimez pas, en tout cas, sachez que c'est toujours… Parce que l'expression à la fin d'une séance est très importante. Elle se fait systématiquement parce que même si vous le faites mentalement ou si vous écrivez ce que vous avez ressenti, ça ancre encore davantage les bénéfices. Donc, c'est toujours quelque chose de positif. Juliette, tu veux t'exprimer avec plaisir? Bonsoir et merci beaucoup pour ce webinaire parce que c'était vraiment un chouette moment. Je suis vraiment partie très loin, j'ai eu plein de pensées, mais j'entendais quand même votre voix. Et j'ai eu quelque chose d'assez particulier à la fin du second exercice, quand je souriais. J'ai eu des larmes qui ont coulé malgré le sourire fixé, donc très étonnant. Et quand je souriais, j'ai pensé à des moments heureux que j'ai vécus ce week-end parce que j'avais le mariage d'une amie et j'ai revécu des scènes et donc je pense que les émotions positives sont ressorties. Je me suis beaucoup détendue parce que je suis un peu stressée, je suis en période de révision pour l'examen du barreau et je me sens plus sereine là et prête à affronter la séance de révision qui viendra après ce webinaire. Et oui, j'ai trouvé ça très facile de rentrer dans presque une phase de méditation, j'ai envie de dire, parce que je sentais plus le temps passer, je ne sais pas du tout quelle heure il est, c'était vraiment, j'avais pas envie d'ouvrir les yeux. Donc merci beaucoup, vraiment très utile. J'espère que j'arriverai à refaire ces exercices parce qu'ils m'ont semblé très, très chouettes. Merci beaucoup. Un grand merci à toi pour t'être exprimée. Laetitia, tu veux raconter? Alors, merci aussi de ma part. Alors, en général, j'ai une capacité assez rapide de rentrer dans les exercices. Là, j'avoue que ce soir, peut-être avec le stress de la journée, etc., j'ai eu un mal fou, sincèrement. Le premier, notamment l'exercice où il fallait sourire, pour le coup, moi, c'est l'inverse. J'avais plus l'impression de faire un rictus qu'autre chose. Voilà, donc je comprenais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et puis en fait, il y a eu un déclic au dernier exercice, celui de la visualisation. C'est dans celui-là que je suis vraiment rentrée. Tout simplement, je me suis rendu compte que j'étais dedans quand il a fallu visualiser un lieu ou une sensation de bien-être. Et là, je m'attendais en fait quand on en avait parlé au début, je m'attendais à un lieu en particulier que j'avais l'habitude de visualiser quand je voulais me sentir bien. Et bien là, pas du tout, qui normalement est très très loin d'ici. Et bien là, pas du tout. Le lieu que je me suis représenté, qui vraiment m'a complètement apaisée, c'est mon lit. Au moment, mais plus que mon lit, c'est le moment pile où je m'endors, la petite bascule quand j'ai la couette sur moi, ou pile le moment du lâcher prise total. Et ce moment de lâcher prise totale, je l'ai vraiment ressenti à ce moment-là. Et du coup, tous les bénéfices des exercices d'avant sont arrivés à ce moment-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu envie de sourire. Tout d'un coup, c'était un vrai sourire. C'était une vraie sensation de bien-être. Et surtout, une sorte de prise de conscience de me dire, même psychologiquement, de me dire, bah, finalement, les ressources, elles sont moins loin que je ne le pensais. Chouette, voilà. Magnifique. Merci pour ton témoignage, Laetitia. Chouette. Top, bah, je vous remercie. Merci aux personnes qui ont écrit un petit commentaire. Alors,
continuons parce qu'il est déjà tard, il me reste une dizaine de minutes. Alors, voilà, le moment de pratique vous permet de vous rendre compte en quoi on peut vraiment changer notre état intérieur par nous-mêmes et arriver justement… Alors, on a eu deux témoignages très variés et ceux qui étaient dans le chat étaient aussi encore différents. En fait, par rapport à cet argument, à ce sujet du stress et du lien avec l'alimentation, j'ai créé un programme que je suis à un peu plus de la moitié en italien. On a déjà commencé avec des personnes. On est un peu plus de la moitié. Un programme comme ça de lien entre sophrologie et rapport à l'alimentation, avec donc un programme en 8 séances que vous voyez là. Donc, créer un dialogue avec le corps, c'est un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a commencé à faire ce soir. Apprendre à se calmer, augmenter la conscience, augmenter cette conscience du lien entre le corps et l'esprit, activer nos ressources positives, donc nos ressources positives en lien avec l'alimentation. Qu'est-ce qui pour nous peut faire que voilà, on se sent plus à même de se nourrir comme nous le souhaitons et de faire l'activité physique que nous souhaitons, de bien prendre soin de nous comme nous le souhaitons. Laisser aller nos croyances limitantes, donc faire un point sur tout ce qui pour nous est de l'ordre des croyances et un exercice pour les laisser aller. Clarifier ce qui est important pour nous au travers d'un très bel exercice sur les valeurs, parce qu'on a tous des valeurs, mais on n'en a pas forcément conscience au quotidien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscient, et se connecter à nos valeurs fondamentales permet vraiment d'aller comme ça chercher aussi des ressources dans ce qui nous construit, dans ce qui nous guide aussi dans la vie. Créer de nouvelles habitudes alignées, et puis donc, pour finir, consolider le changement. Alors, j'ai mis les 2 premières séances en gris parce qu'en fait, on est proche de l'été, et donc en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un parcours en 6 ou 8 séances. Voilà, si jamais vous étiez intéressé, que ça vous avait motivé à prendre soin de vous et à prendre soin de votre état émotionnel, j'ai fait un parcours en 6 ou 8 séances, donc c'est pour ça que les 2 premières, je les ai mis en gris parce qu'on pourrait les sauter si en fait ça faisait beaucoup pour vous, 8 séances. Voilà, je me suis dit que je pouvais aussi faire un parcours en 6. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des rencontres hebdomadaires en ligne, c'est-à-dire comme aujourd'hui, d'1 heure, des séances d'1 heure, où j'enregistre les exercices comme ceux qu'on a fait ce soir ensemble, je les enregistre et je vous les envoie. Donc, ce qui fait que vous pouvez pratiquer chez vous, puisque la sophrologie, c'est ça aussi, c'est l'autonomie, pouvoir acquérir une autonomie dans la pratique. Et pour que ce soit facile, les séances sont le lundi soir à 20h30 et le dimanche à 10h. C'est la même séance, mais ce qui fait que comme ça, si vous avez raté celle du lundi, vous pouvez reprendre le dimanche. Donc comme ça, vous avez 2 possibilités de suivre. Et vous avez un rendez-vous individuel inclus qui ne se fait pas forcément au début, qui peut se faire plus tard, suivant ce que vous avez envie. Vous avez ce rendez-vous pour un peu personnaliser davantage, peut-être vous guider dans votre pratique. Donc, il y a un prix spécial pour qui a participé au webinaire. De toute façon, tout ça, je vous l'envoie demain dans un mail récapitulatif où vous aurez l'enregistrement de ce webinaire si vous voulez l'envoyer à quelqu'un que ça peut intéresser ou si vous voulez le revoir. Et puis, un lien vers le programme un peu plus détaillé, un lien vers la page de mon site pour éventuellement acheter le programme avec les codes promo. Et puis ça, c'est aussi ce que je propose d'autre, c'est-à-dire des parcours individuels. Alors,
comme je vous disais, ce n'est pas forcément 5 séances, ça peut être plus, mais là, je fais une offre spéciale pour, pareil, les personnes qui ont participé au webinaire sur 5 séances individuelles. Même chose, je vous enverrai demain le code promo. Et même chose, hein, l'idée, c'est d'enregistrer les exercices et que vous puissiez pratiquer. Et surtout, voilà, 5 séances individuelles, ça veut dire des séances complètement personnalisées par rapport à la problématique qui est la vôtre, donc qui n'est pas forcément liée à l'alimentation, mais qui peut être stress, préparation d'examen. C'est quelque chose, en ce moment, j'ai beaucoup des étudiants pour les préparations d'examen parce que c'est très, très, très puissant pour visualiser le moment de l'examen et se sentir bien concentré avec tout ce qu'on a appris bien présent en tête, se sentir détendu, fluide. Voilà. Donc, la sophrologie fonctionne très bien pour la préparation mentale, aussi pour être révisé en ayant l'esprit clair, en se sentant disponible mentalement et émotionnellement. Et puis, je fais aussi des séances de groupe, toujours en ligne. Et là, c'est des séances libres, hein, c'est-à-dire que le pack de 10 séances ne veut pas dire des séances qui sont les unes après les autres. J'ai des clientes qui viennent sur une année. Voilà, donc ça, c'est à utiliser librement. Et la séance, en fait, en français, n'est pas encore démarrée. J'ai une séance en italien le jeudi soir à 21h, mais je n'ai pas encore de séance lancée en français parce que toutes les personnes ont fini par aller sur des séances individuelles en français. Donc à voir au niveau des dates, si j'avais plusieurs personnes intéressées pour des séances de groupe en français. Le jour où j'aurai un petit groupe de 2-3 personnes, je commencerai, on choisira ensemble le moment de la semaine. Donc, c'est bien sûr toujours le soir ou le week-end, enfin, bien évidemment, un moment où tout le monde est disponible. Voilà, le changement ne vient pas seulement de la force de notre volonté, mais de l'état intérieur duquel nous partons. J'en suis convaincue et j'en suis même l'exemple. Autre chose, pareil, que vous retrouverez dans le mail de demain, c'est la possibilité de réserver un petit entretien individuel si justement ce webinaire vous a plu, que vous voulez en savoir plus sur la sophrologie, sur ma pratique, etc. Je vous invite à réserver par le lien sur mon site un rendez-vous individuel pour pouvoir en discuter tranquillement. C'est bien évidemment quelque chose qui est gratuit, quelque chose que je vous offre bien volontiers pour en savoir plus, savoir si ça peut vous convenir, si ça peut vous aider sur une problématique ou pour quelqu'un d'autre où vous aimeriez avoir des informations. Vous êtes les bienvenus. Voilà, pile poil, 21h59. Ça veut dire qu'il reste une minute pour vous saluer. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. En ce qui me concerne, c'est le cas. Je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont fait de jolis témoignages. C'est très important. Et puis, quand vous voulez, pour un petit entretien, pour discuter, ou par mail, une question, vous n'hésitez surtout pas. Ah, Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia. Oui, le livre de James Clear, franchement, c'est un livre que je conseille parce que pour moi, c'est vraiment un livre très, très, très important. Et oui, voilà, le livre, Le moment présent d'Eckhart Tolle, qui est beaucoup plus philosophique, on va dire. Ce qui est très sympa dans le livre de James Clear, c'est que c'est vraiment extrêmement concret. C'est des petits tips qu'on peut utiliser dans sa vie de tous les jours. Et surtout, c'est avoir toujours la conscience de comment on peut facilement changer des petites choses. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions ou une bonne nuit, suivant les personnes. Et à votre disposition avec un grand plaisir. Merci Olfa, merci Véronique. Ciao, ciao, bisous Laetitia, merci à tous. Merci Juliette pour ton témoignage. Je vous remercie et vous souhaite une bonne nuit. Je vais arrêter l'enregistrement. Ciao Laetitia.